Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Votre émission Diaspora Africa va démarrer dans un instant et les thèmes que nous allons aborder vont forcément vous satisfaire. On va parler écologie, on va parler attiéké, on ne va pas forcément manger, mais en tout cas on va découvrir comment le promouvoir, comment tout simplement le démocratiser aussi bien sur le continent africain, mais ici aussi en Europe. Alors nos invités du jour, deux femmes, deux grandes dames, et oui, toujours, mesdames et messieurs, eh bien, on a le plaisir d'avoir, on applaudit tout de suite, Tania Bénédicte Mbaka. Bienvenue avec vous. On va parler de changement climatique, très important, d'actualité. Il faut sensibiliser, il faut informer, c'est primordial. Et vous le savez, sur Diaspora Africa, on essaie de le faire le plus souvent possible. Donc, encore une fois, on vous applaudit. Vous êtes experte internationale en intelligence stratégique et adaptation climatique, Afrique, Europe et pas que. On en parlera dans un instant. Et maintenant, on accueille notre deuxième grande dame. Elle s'appelle Mireille Nina Offin et fondatrice de Okedjenu. Une marque de produits alimentaires, une marque de produits notamment du continent africain. On parlera d'attiéké, mais certainement pas que, parce que c'est le début d'une grande aventure. On vous a déjà reçu, c'était le milieu de l'aventure. Et là, je sais que ça a explosé. Merci. On veut voir les millions ici sur le plateau de Diaspora Africa. Voilà, mesdames et messieurs, les deux grandes dames que nous allons accueillir dans un instant ici à la barre. Mais avant, on va accueillir nos chroniqueurs du jour, à savoir Babadem et Mawena. Mawena, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien, merci. En plus, c'est un beau plateau aujourd'hui. Super. Très bien. Et si ça ne te dérange pas, de quoi vas-tu nous parler? Ah mince, je ne vais pas vous dire. Non, je vais vous le dire. Tu attendais ma question. Sujet passionnant, l'histoire des tresses et l'évolution de leur rôle au fil du temps. Okay. Très bien, au fil du temps, et ça tombe bien, on utilise souvent le fil pour tresser les cheveux. Vous ne direz pas le contraire, n'est-ce pas, Mireille? Je suis tout à fait d'accord. On continue avec Monsieur Babadem, le seul homme de cette émission. J'espère que tu vas les représenter dignement. Ah, on va essayer. Hein. Alors, et en plus, tu nous parles d'une femme. Oui. Destination le Nigeria. Nissi Ogoulou, qui n'est tout autre que la sœur du célèbre Burna Boy. Mais ce qui est intéressant, c'est son profil à plusieurs facettes. Voilà. C'est surtout une grande artiste, talentueuse, designer. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est la sœur d'eux, eh bien, voilà, d'être introduit de cette manière-là. Donc, Baba, moi, je pense que tu as fait une erreur professionnelle. Elle ne sera pas contente, Nissi, qu'on la présente comme sœur de Burna Boy en démarrant. C'est pour le suspense. C'est pour le suspense, c'est pour les téléspectateurs. Après les mots. Toi, une grande dame avec plein de casquettes qu'on va découvrir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Voilà les deux chroniques de nos chroniqueurs, mais bien sûr, on fera un tour d'Afrique, on va visiter le continent africain avec des sujets, on va voyager. On a aussi des pitchs, voilà, on permet aussi aux téléspectateurs, aux personnes qui se trouvent à l'extérieur donc, de l'Europe, eh bien, de pitcher, d'envoyer une vidéo et de nous promouvoir leurs projets. On va aussi débattre. À la fin, on a un petit débat, on propose aux téléspectateurs voilà, de nous envoyer aussi eh bien, une question et on en parle ici sur le plateau. Est-ce que ça vous convient? Si ça ne vous convient pas, vous pouvez quitter le plateau déjà. Tania Bénédicte, Mireille? Très bien, on s'engage. C'est bon, satisfait? Ok, très bien. Mesdames et messieurs, place dès à présent au voyage. J'espère que vous avez vos passeports. Vous le savez, on promeut le continent africain. Oui, le monde est beau. Oui. L'Afrique, bah, nous, on l'aime un peu plus. Allez, c'est parti pour Madagascar. Oui, une île paradisiaque qu'il faut absolument découvrir. On y va.
de retour sur le plateau de Diasp Africa Madagascar. Qui a déjà été à Madagascar sur ce plateau? Non. Personne. Personne. Non, personne, mais qui rêve d'y aller finalement Trop beau. Nous tous. Nous tous Ouais. maintenant, effectivement. Donc, merci à l'Office du tourisme de Madagascar. Et pour le coup, j'en profite pour dire donc, aux États, aux autorités, au ministère du tourisme, de ne pas hésiter à faire ce type de vidéo. C'est super important. Moi, je peine à trouver du contenu pour promouvoir les destinations africaines. Donc, n'hésitez pas à faire cette promotion-là parce que c'est le premier lien, c'est le premier contact entre des futurs, des potentiels visiteurs et le pays. Donc, il faut des vidéos et surtout, nous sommes là, Diasp Africa, on essaie de promouvoir, donc donnez-nous du contenu. Voilà, le message est passé. Allez, maintenant, on va continuer. Vous avez des buzzers juste à côté, en face de vous. Baba, tu veux gagner. Baba, il veut gagner. Oui. Tu veux aller à Madagascar. Ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Nous, on essaye un peu ici de promouvoir la culture générale sur Diasp Africa. Donc voilà, c'est des questions plutôt simples. Bon, celle-ci, elle est très très simple. Alors, question pour un champion ou surtout pour une championne. Vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Question. Oui, pour une championne, c'est sûr, mesdames, vous allez gagner. Quel est le nom, mesdames et messieurs, le nom de l'instrument de musique à cordes originaire d'Afrique de l'Ouest, souvent associé... Cora. J'ai buzzé en premier. C'était pas ça? C'est la Cora. Bravo, on peut l'applaudir. J'ai buzzé, non? Mireille, vous voulez gagner. Vraiment là, il y a au moins 500 000 €. Ça se sent. Au moins. Exactement. Donc, effectivement, c'est la Cora qui se compose d'une calebasse coupée en deux. Donc, voilà, essayez d'imaginer. On a une image à l'écran, recouverte d'une peau de vache et d'un long manche avec 21 cordes en nylon ou en boyau. Cet instrument a été popularisé à l'international par de célèbres artistes comme bien évidemment le regretté Toumani Diabaté et bien sûr Balaké Sissoko. Voilà, c'est un peu la harpe un peu africaine. Donc sûr. magnifique instrument dingue, qu'on ouais. apprécie énormément les sonorités. Voilà, mesdames et messieurs, rassurez-vous, il y aura une autre question. Attention, là vous avez Mireille en face de vous. Mireille, elle veut gagner. C'est juste à chauffer. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre première invitée ici à la barre. On va parler de changement climatique, des défis et peut-être des opportunités. Allez, c'est parti. Tania Bénédicte Mbaka à la barre, s'il vous plaît. Merci bien. Bienvenue à vous, Tania Bénédicte Mbaka. Un plaisir encore une fois de vous avoir ici sur le plateau de Diasp Africa. Changement climatique, crise et opportunités pour un développement durable et inclusif. Voilà le thème que nous allons aborder ensemble. Vous êtes experte internationale en intelligence stratégique et adaptation climatique Afrique et Europe. Vous êtes spécialiste des relations interculturelles Afrique. Vous êtes bien sûr aussi conférencière et fondatrice et directrice générale de l'ONG Migration Climat International. Voilà. Alors, pour commencer, pour nos téléspectateurs, pour nous, on va parler de cette ONG dans un premier temps, la présenter, les objectifs, les missions, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet concernant cette crise climatique dont on parle tant, et on essaie de sensibiliser, et surtout les conséquences vont être dramatiques, on le sait, si on ne fait rien maintenant, même s'il semblerait que ce soit trop tard. Je vous laisse présenter l'ONG. Il y a toujours de l'espoir, oui. Oui, non, on ne va pas se jeter. Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la lumière, il y a de la vie. Il y a de l'espoir, exactement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, je suis la fondatrice et directrice générale de l'ONG Migration et Climat International. Pour faire plus court, M-Climat. Aujourd'hui, on est présent dans 14 pays et notre mission, c'est vraiment de pouvoir accompagner les populations vulnérables entre l'Union africaine et l'Union européenne à pouvoir s'adapter. On s'est rendu compte que finalement, nous, on lutte vraiment et on milite pour l'égalité des connaissances et surtout à pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir comprendre et maîtriser c'est quoi ces phénomènes d'adaptation climatique et c'est quoi ces phénomènes de changement climatique. On s'est rendu compte que tant bien en Afrique et tant bien en Europe, et notamment plus particulièrement dans les diasporas, ces questions de climat ou de migration ou de changement climatique nous semblaient être très 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 loin, alors qu'aujourd'hui on a effectivement
des contraintes, mais surtout beaucoup d'opportunités sur notre continent quand on est en train de chercher un développement économique et durable. Très important. Et pour le coup, pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme concernant le climat, concernant les changements climatiques? Oui ou non? Alors, à savoir que du coup, le changement climatique, le continent asiatique est vraiment le premier continent impacté par les conséquences du dérèglement climatique, avec ces notions de petites îles et ainsi de suite. Donc, eux, ils sont vraiment en risque de submersion immédiate. Donc, il est important de rendre à César ce qui appartient à César. Il faut hiérarchiser. Voilà. Et le continent africain est vraiment le deuxième continent le plus impacté. Et de l'autre côté, c'est l'un des continents qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc effectivement, il y a urgence à agir. Moi, ce que j'aime cette notion que j'aime prodiguer, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'effet papillon. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes le premier continent à être impacté. Et en local, finalement, on a l'impression que c'est une question des pays du Nord. Donc effectivement, il y a urgence à agir et dans tous les pays. Donc vous pouvez interroger les personnes, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit en Afrique du Sud. Quand vous leur demandez quelle est la fréquence des temps des pluies, les personnes savent vous dire qu'effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire, pour le coup, quel est l'impact de ce changement climatique concrètement pour une personne qui vit dans ces pays-là? Ils le ressentent comment? Alors aujourd'hui, l'impact de ces changements climatiques se ressent tous les jours, notamment par une hausse importante des températures, donc des périodes sèches qui vont vraiment être plus longues. De l'autre côté, on a des inondations. On a des pluies tropicaux ou vraiment très vives qui arrivent et du coup qui nous emmènent tous les alluvions de la terre et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a la sécheresse. Partout, que ce soit au nord ou au sud. Aujourd'hui, on fait face vraiment à une grosse stress hydrique et avec l'assèchement de nos nappes phréatiques, qui dit que du coup, la première des choses pour que les personnes puissent habiter dans leur milieu de vie, c'est vraiment, la première source, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est l'agriculture, et l'eau, c'est vraiment la subsistance. Exactement. Alors, aujourd'hui, peut-on parler de crise climatique? Est-ce que nous vivons une crise climatique aujourd'hui, que ce soit en Europe ou sur le continent africain? Oui, aujourd'hui, on est vraiment en pleine crise climatique, à savoir que du coup, en Europe, bien entendu, on voit, je ne vais pas vous rappeler les phénomènes malheureux de feux de forêt dans le sud de la France, Valence dernièrement, mais à savoir aussi que sur le continent africain, et c'est vraiment là notre mission de pouvoir mettre en lumière, et cet effet papillon de se dire aujourd'hui on est catastrophé parce qu'il arrive à Valence, mais sur nos continents, notamment au Mali, au Burkina, au Tchad, dans ces pays, mais ils vivent aussi ces phénomènes en fait. Donc il y a vraiment urgence à agir, sachant que du coup, sur ce continent-là, c'est vraiment le continent qui émet le moins. Donc finalement, quand on dit que ce qui se passe là-bas ne nous regarde pas, si, parce qu'on n'est pas là pour faire le jugement des grands diables. Hein. L'Afrique aujourd'hui a besoin de se développer. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir accompagner le développement durable de notre continent, mais un développement autrement, avec moins de fossiles et peut-être plus inclusif et peut-être mieux finalement. Moi, on a parlé d'une question. Est-ce que l'Union africaine, ou en tout cas les autorités, parce que j'ai vu des chiffres alarmants, 86 millions de possibles réfugiés qui doivent être déplacés en Afrique, c'est presque l'équivalent de tout un pays. Est-ce qu'on prend en compte cela ? Pour le coup, c'est en lien avec votre rôle et votre ONG? Oui, alors on va bien différencier les choses. Donc effectivement, nos États, l'Union africaine est vraiment très sensible à ces sujets, parce que de l'autre côté, vraiment, on va se dire, l'Afrique est quand même classée comme un continent en voie de développement. Et pour pouvoir se développer, eh ben, c'est là où est-ce que du coup, nous, on intervient pour vraiment sensibiliser et remettre l'adaptation climatique au cœur de nos développements durables. Parce que si on veut qu'un continent ou un pays puisse se développer, il est essentiel de pouvoir prendre en considération le développement économique, social et environnemental. Aujourd'hui, c'est vraiment la triptyque. Donc effectivement, soyons tous responsables. Nous, issus de la diaspora, nous qui sommes issus de chaque pays, c'est vraiment un combat commun de tout le monde. Donc,
Effectivement, il y a l'Union africaine, effectivement, nous avons nos politiques, mais c'est aussi à nous, société civile, c'est aussi à nous, entreprises. Donc les entreprises africaines, notamment dans le cadre de l'OHADA, toutes ces réformes RSE, RSO, etc. à prendre. Donc voilà, elles contribuent du coup à l'atténuation, donc à atténuer ces effets. Et nous, du coup, société civile ou entreprise, nous, on emboîte le pas en disant, bon, OK, vu l'état de l'art, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien finalement, il va falloir s'adapter avec ces conditions de vie qui arrivent. Les entreprises et les politiques jouent sur la barrière de l'atténuation et nous, du coup, on doit se mettre en marche pour l'adaptation. Exactement, en marche. Et pour le coup, le lien changement climatique et migration, il est très important. On peut voir dans les photos qui s'affichent des mouvements de population. Et il faut en parler ici sur le plateau parce que c'est une des plus grandes conséquences, en tout cas visibles, sur le continent africain. Oui, alors du coup, vraiment, donc nous, l'ONG Migration et Climat, on est là vraiment pour œuvrer au premier kilomètre. Le premier kilomètre, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on vous parle de la Côte d'Ivoire, on vous dit Abidjan. Quand on vous parle de la République centrafricaine, on vous dit Bangui. Donc finalement, on est vraiment sur des pays. Donc nos pays ne se limitent pas qu'à nos villes. Et aujourd'hui déjà, ça fait quasiment plus de 20 ans, 30 ans, on constate des mouvements de population. Donc nous, ce qu'on appelle migration climatique, c'est vraiment le mouvement de population du monde rural vers les villes. Mais effectivement, nos villes et nos métropoles sont déjà saturées. Donc ces migrants dus au climat sont mal accueillis. Comment est-ce qu'on fait déjà pour les insérer dans une ville? Et beaucoup de nos communes ou de nos villes africaines subissent déjà un fort taux de chômage, chômage des jeunes, chômage des femmes. On est déjà en tension hydrique, électricité. Donc si on n'agit pas pour pouvoir maintenir ces populations du monde rural dans leurs conditions de vie, sans oublier que c'est aussi l'engagement du cadre légal de l'ONU, hein, qui dit que du coup, l'essentiel et la démarche de l'ONU est de pouvoir faciliter l'adaptation climatique à chaque être humain de pouvoir vivre décemment dans son milieu de vie. Donc nous, on n'emboîte tout simplement que le pas de l'ONU. Et cette migration climatique, c'est quand vous avez des conditions de vie compliquées, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez plus de quoi subvenir à vos besoins, vous êtes forcé de partir. Exactement. Vous arrivez dans une ville, et dans cette ville-là, après... C'est compliqué. Alors, il y a quand même eu la COP donc, tout récemment, où les pays africains ont été très mécontents, finalement, des décisions qui ont été prises. Et comment vous réagissez? C'est-à-dire qu'on doit donner de l'argent. C'est pas on doit, c'est même pas on offre, hein, on doit, parce que, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, le continent africain est le continent qui pollue le moins, mais finalement qui a de grosses, où il y a d'énormes conséquences et avec un impact hyper important sur les populations. Mais malheureusement, les pays du Nord peinent à vouloir sortir, entre guillemets, l'argent, on va dire, pour pouvoir pallier donc, à ces problématiques venues, entre guillemets, de ces changements climatiques, venus de la pollution. Vous, comment vous réagissez? Et surtout, quand vous entendez tout cela, quand vous voyez tout cela, est-ce que vous considérez qu'il y a quand même de l'espoir? Il y a de l'espoir. Effectivement, les COP, elles sont vraiment faites pour que les pays dits développés puissent contribuer. Mais aujourd'hui, comme on le sait, vu l'état de l'économie dit internationale, concrètement, c'est ce que je dis, on ne peut pas compter que sur les États. Donc c'est à nous aussi, population, c'est à nous aussi, entreprises, de pouvoir y aller. Donc effectivement, nos gouvernements et c'est dans leur mission de pouvoir porter la voix des populations sur cette dette climatique, mais pas que. Au niveau stratégique, il faut vraiment que nos politiques, quand on arrive à ces COP-là, on puisse vraiment avoir un plan stratégique de développement durable pour nos pays. On ne peut pas juste arriver en brandissant le drapeau en disant dette climatique, dette climatique. Pour le coup, juste pour prendre la défense des différents États, donc oui. Beaucoup de pays ont des ODD très clairs, bien définis. On peut parler du Sénégal, on peut parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler de plein de pays, mais malheureusement, ils peinent à se faire entendre. Et ça, c'est le message vraiment qu'on souhaite véhiculer ici sur le plateau et qui eux-mêmes l'ont véhiculé dans de nombreux médias. Donc oui, il n'y a pas que ces autorités-là, il y a aussi nous qui avons des responsabilités. Et pour le coup, vous, à travers votre action, vous avez créé une ONG et vous essayez d'accompagner à votre niveau et à faire changer les choses. Donc vous êtes en lien avec les autorités aussi pour voir comment associer votre action aux autres actions. Donc finalement, et pour conclure, qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs, qu'avez-vous à dire aux autorités, qu'avez-vous à dire aux pollueurs, qu'avez-vous à dire pour la suite des choses?
Ce que j'ai vraiment à dire, c'est que du coup, c'est vraiment une démarche commune. Qu'on soit du Nord, qu'on soit du Sud, la coopération internationale est très importante. Ce qui se passe au Nord a des conséquences au Sud. Aujourd'hui, pour nos partis politiques, il faut vraiment qu'on puisse décloisonner les choses. Aujourd'hui, l'adaptation climatique, elle passe par, chez nous, on appelle ça 6 pôles. Donc, il nous faut de l'eau. Donc, pourquoi pas développer des ingénieurs et accompagner l'entrepreneuriat dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a l'agroécologie où, du coup, on a un bel exemple qui va arriver, qui est source d'opportunités et de travail. Aujourd'hui, on a le domaine de la forestation. Donc aujourd'hui, j'appelle vraiment à nos politiques à pouvoir mener des grandes campagnes de sensibilisation, à venir nous appuyer pour vraiment démocratiser ce volet climatique pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, l'urgence, c'est que chaque Africain ou chaque personne de la diaspora ou afro-descendant, on soit tous égaux face à cette information-là pour pouvoir agir. J'estime qu'une personne qui est prévenue du danger peut pouvoir s'adapter plus rapidement. Exactement, mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le message a été entendu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter donc une experte en la matière. Elle s'appelle Tania Bénédicte Mbaka. Encore une fois, je vous applaudis. Bravo pour l'engagement. Alors, quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. L'émission n'est bien sûr pas terminée. On vous garde jusqu'à la fin. Prenez place. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Mireille Ninofin qui est avec nous et qui va parler donc de son métier. On va parler d'agroécologie, on va parler d'agroalimentaire, on va parler de Attiéké tout simplement. Hein. Il y a Ivoirien, il y a Attiéké. C'est ça. Hein. Voilà, mesdames et messieurs. Mais tout de suite, place à Baba. Mais Baba, je vais sauter un peu ton tour. On va aller sur le continent africain. Tania Bénédicte nous a tellement parlé du continent africain qu'on a envie d'y aller et de découvrir donc ce qui s'y passe. Et là, allons en Afrique du Sud. Qui s'intéresserait de dormir dans l'ancienne maison de Nelson Mandela? Moi, mesdames et messieurs, allons-y tous ensemble. C'est parti pour le Tour d'Afrique. What we want to do. We want to show you sides of Madiba that you didn't see previously, and also teach you some things that you might not have known before. It's also an outlet for the Nelson Mandela Foundation where they have these beautiful art pieces in the archives, and this is an opportunity to display all those art pieces. You're having sweet chicken that he liked also the most, and then but when you serve him that chicken, he wants to eat it with his hands, not fork and knife. He just wants to use his hands so to get straight to the bones and to get straight to the taste of the chicken. He liked samp and beans, goes with oxtail stew. That's what he liked the most, but he enjoyed everything that you put on the table for him. Show that there's a different way of maintaining a legacy, and for the legacy to be self-sustaining. I mean, we look at some of the places like your Lily's Leaf right now, and you don't want the same thing to happen here, and this is how we're going to achieve this. This is going to be around for many years to come, for many more people to see it, because this place will actually sustain itself and take care of itself. Moi, j'aurais aimé aller en Afrique du Sud durant son vivant, avant qu'il décède, notre grand Nelson Mandela, mais pourquoi pas visiter donc, de façon originale l'Afrique du Sud. Qui a déjà été en Afrique du Sud? Non. Personne. Juste un frère ambassadeur. Mais... En Afrique du Sud? Oui. Ah bah, et vous n'avez jamais été? Pour des questions écologiques, je ne peux pas être partout, mais avec plaisir. Vous ne prenez pas l'avion, c'est ça que vous voulez dire? Si, justement, je prends tellement l'avion que du coup, il y a certains voyages, on rogne sur les voyages dits personnels ou les choses comme ça. D'accord, bon, en tout cas, n'hésitez pas, on y va ensemble, en tout cas. Moi, je prends votre place, madame. Avec plaisir, il serait très heureux de nous ravi accueillir. de l'avoir. Oui, on va faire un plateau Diaspora Africa, donc là-bas, dans ce pays, en Afrique du Sud. Je vous ça, j'ai passé passé, en tout cas.
Merci donc à l'Afrique du Sud pour ces images et surtout merci à Upendo pour ce reportage. Allez, on poursuit cette émission dans un instant. Mawena va nous parler de l'histoire des tresses. On aura le plaisir d'avoir notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Gertrude Bodo et notre invitée, bien sûr, Mireille, qui va nous parler de Attiéké, entre autres. Mais tout de suite, place à Babadem. Babadem, destination le Nigeria, avec une femme aux multiples casquettes et surtout très talentueuse. Allez, ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Oui, alors aujourd'hui, on va parler de Nissi Ogulu. C'est vraiment un profil à plusieurs talents. Alors derrière l'ombre imposante de Burna Boy se cache Nissi, qui est une artiste nigériane aux multiples facettes, dont son parcours vraiment mérite une certaine attention. Tout d'abord, il y a cet héritage musical et sa formation technique. Nissi est issue d'une famille où coule le sang artistique. Petite sœur du célèbre Burna Boy, et elle est la petite-fille de Benson Idonije, qui était le premier manager de Fela Kuti. Elle a été donc bercée par la musique depuis très, très jeune. Mais contrairement aux attentes de cette jeune femme déterminée, elle a choisi de poursuivre des études d'ingénierie mécanique à l'université de Warwick, prouvant d'emblée sa volonté de tracer donc son chemin unique. Alors c'est une artiste, on vous le disait, aux multiples dimensions, donc sa polyvalence est assumée, hein. Elle assume vraiment sa polyvalence. Chanteuse afrobeat depuis 2016 avec des titres comme Pay Attention, Overthinking. Elle est également ingénieure automobile, ayant participé, et c'est ça qui est vraiment intéressant, à la conception du Range Rover 2023 au sein de l'équipe Jaguar Land Rover. Et non contente tout de même de ces deux carrières, elle a cofondé Cruel Animation Studios et cofondé Kemet Automotive, qui démontrant donc son esprit entrepreneurial affirmé. Mais une chose est sûre, c'est que Nissi se veut indépendante et elle le revendique. Je ne veux pas devenir populaire parce que je suis la petite sœur de Burna Boy, je veux être populaire pour la musique que je fais, a-t-elle déclaré. C'est une très bonne chanteuse, je confirme, oui. J'écoute. Et surtout, elle a même demandé à son frère de réduire son soutien sur les réseaux sociaux, tellement son frère aimait la mettre sur les réseaux sociaux, préférant effectivement la difficulté d'un parcours authentique à la facilité d'une notoriété par procuration. Finalement, sa reconnaissance devient croissante, donc son talent et sa persévérance commencent à porter leurs fruits. En mars 2025, elle a reçu le prestigieux prix de Youth Icon Awards lors du Forbes African Women Leading Summit pour son travail dans la musique, l'art et l'innovation automobile. Donc, Nissi Ogulu, elle refuse franchement d'être cantonnée à une simple discipline. Musicienne, ingénieure, entrepreneuse et animatrice, elle représente ce qu'on peut dire l'avenir d'une Afrique qui innove et crée sans limite. Donc sa détermination à construire son propre héritage malgré l'ombre d'un frère célèbre fait d'elle sans doute un modèle pour la jeunesse du Nigeria, de l'Afrique et du monde entier. Exactement. Merci beaucoup, Baba Dem. C'est vrai qu'il y a un point, c'est-à-dire que Nissi s'engage énormément, notamment pour la formation des jeunes filles sur le continent africain. Donc c'est vraiment un pan qu'elle souhaite développer au maximum parce qu'elle considère que c'est via l'école, c'est via l'entrepreneuriat, c'est via des modèles que les jeunes femmes vont être inspirées et pouvoir se développer parce qu'elle sait très bien que le continent africain ne se développera pas sans la moitié de sa population. Et donc, elle initie pas mal d'actions pour les jeunes femmes, les jeunes filles du continent. Et vraiment, ça, je souhaitais le souligner. Et surtout, elle veut montrer qu'il ne faut pas être casé sur une seule case. La pluridisciplinaire. Elle est pluridisciplinaire et ça, c'est très important. Effectivement, quand on a du talent, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se cantonner à une seule activité. Bravo, merci beaucoup encore une fois, Baba Dem, d'avoir fait briller le profil du jour. On poursuit, mesdames et messieurs, cette émission avec nos invités, Mireille et Tania Bénédicte. J'espère que vous allez toutes très bien. Mireille, elle est prête à bondir. Elle est prête, là. Elle est prête à bondir. Entre les 500 000 € du jeu et... toujours être d'attaque. Exactement, et ça, on aime ça, mesdames et messieurs. Je vous propose d'accueillir tout de suite à la barre notre chère Mireille Ninofin. Merci.
Mireille, bienvenue encore une fois à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Vous êtes fondatrice de Okejenu, donc une entreprise qui a décidé de développer et de promouvoir nos produits locaux à l'international et notamment le attiéké. Tout à fait. On a quelques modèles ici sur le plateau. Alors, pourquoi cette ambition? C'est-à-dire vous êtes ivoirienne, née en Côte d'Ivoire, arrivée en France, vos études ici en France, et vous vous dites, ah tiens, les Français, les Belges, les Italiens ne mangent pas, les Africains d'autres pays ne mangent pas assez d'attiéké, alors que c'est nutritif, alors que c'est sans gluten. C'est sans gluten. Tout à fait. On parle souvent du gluten. Eh bien, moi, je vais prendre la lourde tâche, je dis bien la lourde tâche, de promouvoir, de développer et de faire en sorte que ça arrive dans les assiettes de monsieur et de madame tout le monde. Exactement. Justement, étant issue de la diaspora, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé justement que la gastronomie africaine n'était pas assez représentée, en tout cas dans les commerces et dans la grande distribution notamment. Et en tant qu'Ivoirienne et africaine, un plat qui fait l'identité de la Côte d'Ivoire, c'est l'attiéké. L'attiéké qui est une semoule de manioc fermentée et cuite à vapeur, essentiellement produit en tout cas à 99% par les femmes de Côte d'Ivoire, qui est une semoule qui est digeste, sans gluten, qui peut se décliner en sucré ou salé et qui est finalement consommée par les populations subsahariennes, ivoiriennes, mais qui mériterait d'être connue à l'international. Et c'est comme ça que je lance l'aventure Okejenu. Je commence d'abord avec un blog qui se transforme ensuite en entreprise en essayant d'avoir un impact auprès des populations locales. Et voilà, c'est comme ça c'est comme ça que l'aventure commence. Donc, il faut savoir que ce sont les savoir-faire liés à la fabrication de l'attiéké en Côte d'Ivoire qui sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2024. Donc, c'est tout récent. Oui. Cela signifie que l'attiéké et son mode de fabrication sont désormais protégés et mis en valeur à l'échelle mondiale. Néanmoins, et ça c'est important de le dire, cette inscription ne garantit pas directement une protection juridique contre la contrefaçon. Voilà. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'il faut savoir que le premier producteur mondial de la farine de manioc et non de l'attiéké, on va dire, ce sont les Chinois. C'est ça. Ce sont les Chinois. Et donc, c'est dommage parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des savoir-faire culinaires conservés de mère en fille depuis plusieurs générations sur, j'ai envie de dire, tout le littoral ivoirien, mais pas que aujourd'hui. Donc, partout en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un savoir-faire qu'on essaie de perpétuer. Et il serait dommage que ce produit qui s'exporte très bien ne puisse pas avoir sa valeur ajoutée qui revienne aux femmes qui sont les principales actrices de cette transformation. Donc, c'est bien que la Chine peut-être aide à vulgariser le produit, mais ce serait bien que la valeur ajoutée revienne à ces femmes-là qui sont la cheville ouvrière et qui sont derrière la conception, le savoir-faire de cet aliment. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est dit et redit, il faut encourager la protection, des mesures de protection donc, de l'attiéké et des labels, des certifications pour que le nom attiéké ne soit plus utilisé par d'autres pays, par d'autres personnes ne venant pas donc de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est primordial. Voilà, là, on appelle les autorités donc, de la Côte d'Ivoire à faire plus. C'est bien l'UNESCO, mais il faut faire plus, il faut labelliser, il faut certifier, etc. etc. Alors, il me semblait que l'appellation d'attiéké avait été protégée en 2023. J'en parlais dans une chronique. Et il n'est pas possible pour les Chinois d'appeler attiéké la semoule de manioc depuis 2023. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs mesures pour protéger le nom attiéké. Après, la protection de l'indication géographique protégée, donc attiéké des lagunes, c'est spécifique au pays de l'OAPI. Donc, et c'est pas forcément attaquable en dehors de ces pays-là. Après, sur place, en France ou dans d'autres pays, on voit encore des fabricants qui importent et qui rajoutent le nom attiéké made in Côte d'Ivoire sans que cela soit avéré. Et ça, par contre, on peut poursuivre en justice, mais encore une fois, ça doit venir de la part des autorités. Mais donc, comme elle a très bien expliqué, effectivement, il y a une labellisation de l'attiéké des lagunes en tant qu'indication géographique depuis 2019, ça ne date pas de maintenant, depuis 2019 par l'OAPI, effectivement. Mais néanmoins, l'appellation attiéké, finalement, est très utilisée. Et il y a cette contrefaçon, à savoir le Made in Côte d'Ivoire. Beaucoup viennent de Chine, mais sont Made in Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, voilà, comment faire pour que l'État puisse avoir la main, puisse avoir l'œil
sur ces contrefaçons-là, donc difficile. Néanmoins, vous êtes là. Oui. Vous essayez de ramener l'attiéké dans les assiettes des Européens, que ce soit de la diaspora, mais aussi ailleurs, des Européens de différents pays de ce continent-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Quelle est votre stratégie? Alors, on a différents leviers d'action. Aujourd'hui, que ce soit à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire, mais aussi à travers nos initiatives personnelles, on essaie d'avoir des actions auprès de la grande distribution, mais aussi auprès d'épiceries, pour pouvoir valoriser l'attiéké, montrer différents usages, comme je le disais, aussi bien en sucré, en salé, en pokéball et même en pâtisserie. Je ne sais pas si vous avez vu récemment des crêpes, des samoussas à base d'attiéké. Donc, il y a une déclinaison infinie de choses qu'on peut faire. Et on est déjà très heureux de l'accompagnement, en tout cas de la prise de conscience des pouvoirs publics dans la promotion de cet aliment, avec un premier pas avec l'attiéké des lagunes, ensuite avec la marque collective attiéké, donc pour la Côte d'Ivoire, et récemment avec la protection au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais au-delà de ces différentes actions, il faut investir les circuits de distribution. Il faut accompagner les transformateurs pour avoir plus de leviers pour être justement auprès du client final. Sinon, on a des acteurs intermédiaires qui récupèrent la marge ou des acteurs intermédiaires qui vont effectuer de la contrefaçon sans que finalement la valeur ajoutée ne puisse revenir encore une fois à ces femmes, à ces valeureuses femmes qui travaillent souvent sous le soleil, sous la pluie pour nous faire manger de très bons plats. D'accord. Et vous avez joué pour démocratiser ce produit-là, pour faire en sorte que ce produit-là soit le plus attractif possible, et bien sur le packaging, donc un meilleur type de conservation. Donc voilà, ça donne un peu ça. Merci. Et puis voilà, ce type de produit, donc là c'est à mettre dans l'eau, c'est ça? C'est déshydraté. Exactement. Et ça c'est déjà, c'est juste à mettre à la vapeur, au micro-ondes. Tout à fait. Donc voilà les produits qu'on peut retrouver où d'ailleurs? Alors aujourd'hui, dans certaines enseignes G20, on est aussi en train de négocier avec quelques enseignes, donc je ne peux pas encore citer de nom. Mais en Côte d'Ivoire aussi, on est dans un ensemble de supermarchés, une dizaine à date. On a plusieurs épiceries, une quinzaine en Île-de-France où on distribue. Et puis dans les prochains mois, en tout cas, on essaie de diversifier davantage aussi avec tout ce qui est réseau B2C, avec une promesse de livraison entre la production et l'acheminement au client final de 48 heures. Bravo, que dire de plus? Bravo, bravo pour ce que vous faites. Merci. Et encore une fois, il y a ce côté où vous travaillez avec des femmes de la Côte d'Ivoire qui vont pouvoir avoir un supplément de revenus, pouvoir vivre dignement, pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, etc. etc. Et ça, c'est important. Donc voilà ce que ça donne, mesdames et messieurs, en consommant ce type de produit. Eh bien, c'est une famille, ce sont des femmes, ce sont des enfants que vous accompagnez, encore une fois. Tout à fait. Donc on a vraiment 4 axes autour desquels on essaie de construire notre initiative. Le premier, c'est une alimentation saine. Donc derrière tout produit, donc que ce soit l'attiéké, la farine de manioc ou tous les dérivés qu'on va produire, l'idée c'est d'avoir des produits sains et goûteux en bouche. Le deuxième axe sur lequel on va travailler, c'est vraiment la valorisation du Made in Africa. C'est pour ça que vous allez le voir sur le packaging, on va valoriser la Côte d'Ivoire, les éléphants, ces femmes qui produisent cette semoule de manioc en bordure de littoral parce qu'on a le vent qui y contribue, on a différents ensemble de savoir-faire qui valorise le produit. Et le troisième élément sur lequel on va travailler, c'est l'empowerment féminin. Parce qu'encore une fois, je le dis et je le répète, on a 99% de femmes qui travaillent dans la chaîne de valeur du manioc. Il faut que cette femme-là puisse en vivre. Exactement. Pas seulement servir de cheville ouvrière. Totalement. Et le dernier élément sur lequel on va travailler, c'est tout ce qui est économie solidaire et circulaire. Donc, justement, j'appréciais tout à l'heure le discours de Tania. Nous, on l'embarque déjà aujourd'hui à notre échelle avec notre entreprise. Il faut savoir que, par exemple, les effluents de manioc peuvent être recyclés en biogaz. Et c'est ce à quoi, justement, on travaille actuellement, parce que ça nous permet d'avoir des entités autonomes qui ne vont pas utiliser de l'électricité ou du gaz naturel pour avoir des aliments sains et avec un meilleur impact pour l'environnement. Que dire, mesdames et messieurs, voilà, des grandes dames sur le plateau de Diaspora Africa. Bravo pour ce que vous faites. Bravo. Et quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous en prie, prenez place. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez suivi. N'hésitez pas à suivre ces dames, à savoir Mireille Ninofin avec Okedjenou et bien sûr Tania Bénédicte Mbaka avec son ONG. Donc on rappelle l'ONG
Migration et climat international. Exactement. N'hésitez pas à les suivre, n'hésitez pas à les contacter s'il y a éventuellement des synergies à mettre en place. Allez, on poursuit cette émission, mesdames et messieurs, avec l'agenda des diasporas offert par Orange Monnaie Europe. Voilà, que faire? Eh bien, on a la réponse pour vous. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Allez, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Diaspora Africa avec nos invités. Alors, bel événement, n'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, on diffuse dans cette émission. Moi, je vous propose de faire une courte pause. On va aller déguster le attiéké. Il y a du poisson, il y a des oignons, il y a des tomates, il y a du piment, il y a tout. On va déguster juste un instant et puis on revient. Ne bougez surtout pas. Ne soyez pas jaloux, hein. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, mesdames et messieurs. Oui, deuxième partie avec nos invités. Nous avons Tania Bénédicte Mbaka. Encore une fois, bienvenue à vous, experte internationale en intelligence stratégique et adaptation climatique Afrique-Europe et fondatrice directrice générale de l'ONG Migration Climat International. Nous avons bien sûr notre chère Mireille Ninofin, fondatrice de Okedjenou. Et oui, elle promeut le attiéké made in Côte d'Ivoire, le vrai, le bon, et elle essaie de le démocratiser ici en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et bien sûr, nous avons Mawena ainsi que Babadem. Alors, Mawena, dans un instant, elle va nous parler de tresses, oui, de tresses, l'évolution des tresses et leur histoire. Et on va accueillir tout de suite, mesdames et messieurs, notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Gertrude Bodo. Gertrude Bodo, s'il vous plaît, on vous attend. Gertrude Bodo, bienvenue à vous. Alors, vous avez les millions de téléspectateurs qui vont vous écouter, qui vont vous regarder. Vous allez devoir les convaincre. Vous proposez une solution simple pour l'indépendance financière de la femme africaine via une formation en assistante virtuelle polyvalente, entre autres. Alors, qu'avez-vous à proposer et comment vous le proposez? Tout est prêt, quoi. Les cahiers, il y a tout. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, on l'écoute attentivement et surtout, on fait appel à elle si on est satisfait, si on est convaincu par le projet. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis Gertrude Bodo, je suis consultante en développement d'affaires France-Afrique. Je suis formatrice, je forme notamment sur des métiers administratifs. Et aujourd'hui, oui, c'est la formation des assistantes virtuelles polyvalentes qui m'amène. Alors, c'est quoi la formation des assistantes virtuelles polyvalentes? C'est surtout de pouvoir permettre aux femmes d'accéder à des opportunités depuis leur domicile ou du lieu qu'elles veulent. Donc, utiliser le digital, tout simplement. Le numérique a le vent en poupe, profitons-en.
Et donc c'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, je peux avoir une secrétaire, une assistante qui n'est pas forcément avec moi dans mon bureau, mais qui va gérer des tâches de son domicile. Exactement, c'est bien ça. Donc elle va pouvoir se connecter avec éventuellement les VPN ou d'autres accès. On utilise les drives, on utilise beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir diffuser, bien sûr. Donc communiquer. Et il faut le dire aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait qu'on utilise ces outils-là, mais depuis le Covid, on va dire ça comme ça, 2020, ça s'est un peu démocratisé. Le télétravail est arrivé en force, nous a un peu surpris, mais on s'est vite adapté et nous a permis de récupérer, on va dire, plusieurs opportunités. Donc je dis, hey, levez-vous, récupérez les opportunités parce qu'elles sont là et puis vous pouvez y avoir accès. Voilà ce que je propose. Donc c'est une formation tout en un. J'ai pensé en fait tout simplement à ces femmes-là qui veulent à la fois gérer leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie sociale aussi, aller où elles veulent et se dire je peux gagner beaucoup d'argent. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moins de 130 €, voire 500 € et plus pour les plus motivés, les plus organisés. Donc on crée des entreprises, on est des freelances, donc de façon structurée, chef d'entreprise, j'accompagne à la création d'entreprises depuis le plan d'affaires, donc le modèle d'affaires même, comment est-ce qu'on planifie en fait notre projet, comment est-ce qu'on le vit au quotidien, donc sur 3 ans, sur 1 an, sur un mois, sur une journée, on repart avec son agenda, magnifique. On repart avec son budget, on sait ce qu'on va faire tous les jours, on ne scrolle plus, on est connecté avec ses clients. Et on gagne de l'argent. Et surtout, on gagne de l'argent et on gagne du temps et on leur fait gagner du temps parce que c'est ça l'intérêt. La digitalisation, c'est de se dire, j'automatise au maximum pour que j'ai du temps, pour que je leur fasse gagner du temps à ces entrepreneurs parce que ce sont des assistantes à distance, assistantes commerciales, assistantes administratives des ventes, des achats, assistantes juridiques, assistantes sociales. J'ai eu des assistantes sociales dans ma formation. Donc oui, on peut venir se former, faire un métier à distance. D'accord. Et puis, ça prend combien de temps en termes de mois pour avoir un titre Alors, j'ai un programme ultra court, ultra simple et ultra court. En 5 jours, je donne l'ensemble des modules. C'est 9 modules complets. Qui elles sont, ce qu'elles savent faire. Donc, elles traduisent tout simplement leur talent en offre de service. D'accord. Donc, ça veut dire qu'une femme qui a déjà des notions ou qui est déjà familiarisée avec l'administration des ventes, avec les RH, etc., vient et transforme donc ses compétences en devenant une assistante virtuelle, bien sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas et qui arrive et qui sera formé en 5 jours. C'est juste, voilà, le métier, on va le transposer en métier, à distance. Oui, et même si on n'a pas des compétences en tant qu'assistante administrative, je suis là pour ça. Donc, c'est 15 ans d'expérience que je mets à disposition, en fait, pour qu'elle puisse monter en puissance. Donc, mais il faut avoir un minimum, c'est quoi le minimum, le bac, c'est quoi? C'est savoir lire et écrire. Et avoir son ordinateur, bien sûr, parce que tout se fait à distance. Donc, la connexion. Et puis, moi, je donne tout de A à Z. Comment s'organiser, comment bien faire. D'accord. Comment identifier déjà le talent qui est cherché, comment le classifier, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis assistante RH, j'ai peut-être des appétences dans la communication, je peux faire du community manager. Comment est-ce que je commence, comment est-ce que je me déploie? Ça, je prends donc 5 jours. Très bien. Pour connaître, tout faire. Et puis, à la fin, il y a un certificat de fin de formation qu'on peut briguer devant qui de droit pour prétendre. Bravo, franchement, bravo. Beau concept. Et vraiment, j'invite toutes ces femmes qui souhaitent travailler de la maison à vous contacter. En tout cas, moi, je vais vous contacter. Je vais travailler de la maison. C'est adorable. Merci beaucoup. Je ne voulais pas le dire, mais là, je le dis. Merci. Voilà, je vais le faire de la maison. Bienvenue chez vous. Voilà, en tout cas, on valide tous, n'est-ce pas, à la levée. Franchement, c'est un beau projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux, donc gertrudebodo.com. Vous avez la possibilité de vous inscrire en direct et bien sûr sur mon site internet www.gertrudebodo.com, réseaux sociaux, formation assistante virtuelle polyvalente et Gertrude Bodo EYB. Gertrude Bodo, quoi qu'il en soit, vous allez vous la retrouver avec tous les Gertrude Bodo. En tout cas, merci. Vous pouvez rester un peu avec moi, quoi qu'il en soit. On va lancer Mawena. Est-ce que vous connaissez l'origine des tresses? Non?
Oui, vous connaissez l'origine des tresses et même l'évolution des tresses. Ils sont belles ici, je Ok, suis... très bien, mesdames et messieurs, c'est parti. Ils sont naturels, ils sont... Wow. Allez. Mesdames et messieurs, je la prends au bras parce qu'elle est motivée. C'est parti pour us et coutume de où? D'Afrique, non? D'Afrique. C'est parti avec qui? Mawena. Mawena. C'est parti. Vous connaissez certainement les box bread, les knotless, les fulani, les cornrows. Mais mesdames, on vient de le dire, connaissez-vous l'histoire des tresses et surtout l'évolution de leur rôle? Alors, je sais me tresser, mais après l'histoire, non, pas forcément. On va couper court, je vais vous expliquer, je suis là pour ça. J'ai identifié 3 rôles majeurs qu'ont eu les tresses, le rôle social, le rôle de survie et le rôle militant esthétique. Je vous explique. Est-ce que déjà vous saviez que les tresses sont considérées comme la plus ancienne coiffure au monde? Moi, j'ai découvert ça, je ne le savais pas. Certains historiens disent que ça date même de la préhistoire, où ils ont trouvé des statuettes. Et d'autres disent que ça vient d'Égypte parce qu'on a retrouvé des momies de reines et de rois qui portaient des tresses. Mais pas n'importe quelle tresse. Des tresses avec des perles, des fils d'or, des bijoux. Pourquoi? Pour montrer leur statut social. Et cette pratique-là, elle s'est répandue dans toute l'Afrique. Il était donc coutume de porter différentes tresses pour montrer son statut social, mais pas que, montrer son âge, son rang, son statut matrimonial, son ethnie. Par exemple, une femme mariée n'avait pas les mêmes tresses qu'une femme célibataire. Et les cheveux parlaient sans ouvrir la bouche. Et puis ensuite est venue l'époque terrible de la traite négrière. Et là, les tresses ont pris de toutes nouvelles fonctions, celle de survie. Pourquoi survie? Parce que les esclaves utilisaient les tresses collées, comme des cartes codées, pour montrer par où s'enfuir. Par exemple, des tresses enroulées pouvaient montrer une montagne, des tresses en serpent, un cours d'eau, des tresses épaisses, la présence de soldats. Et là, on l'a vu à l'écran, certaines femmes cachaient même du riz dans leurs tresses pour pouvoir s'alimenter lorsqu'elles prenaient la fuite. Donc vous voyez, c'était un rôle vraiment que moi, je ne connaissais pas jusqu'à présent. Pareil, ouais. Et puis, plus récemment, avec l'émancipation des peuples africains et de la diaspora, les tresses ont repris leur place comme symbole de fierté et d'identité. Aujourd'hui, je porte des tresses et j'en suis fière. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, c'était un long chemin, un long cheminement. On a eu les années 60-70 aux USA avec le mouvement Black is Beautiful. En 2009, on a eu le mouvement Nappy, Natural and Happy. Et avec l'idée de quoi? L'idée de se réapproprier, de revendiquer sa culture à travers une coiffure. Aujourd'hui, les tresses sont partout, dans la rue, dans les clips, dans les défilés, en Afrique, en Europe, vraiment partout. Je vais finir sur ça. Perso, je ne connais pas une seule femme africaine ou afrodescendante qui n'a jamais fait des tresses. Ça, c'est sûr. Vrai ou faux? Est-ce que vous connaissez une personne? Non, on ne connaît pas Mawena. Non. Alors, juste sur ça, vraiment, prochaine fois que vous vous tresserez, demandez-vous, est-ce que c'est pour le style ou est-ce un acte engagé? Merci beaucoup. Pourquoi choisir Mawena? Pourquoi on devrait choisir? Moi, je suis stylée et engagée. Voilà, c'est tout. Il faut s'assumer. Voilà, merci beaucoup Mawena. On poursuit avec la question du téléspectateur, d'une téléspectatrice, c'est Fatim de Strasbourg. Bonjour, je suis métisse française, italienne et guinéenne. J'ai 26 ans et j'ai du mal à faire ma place, que ce soit dans ma famille africaine que dans ma famille européenne. Que faire? Fatim, je te comprends. Pourquoi je la comprends? Parce que c'est pas seulement une question de famille, c'est qu'en fait, même aux yeux d'une famille blanche, par exemple, côté de mon père, pour eux, j'étais pas blanche, même s'ils m'acceptaient. Côté noir de ma mère africain, togo-sénégalais, pour eux, j'étais pas noire. Bah oui, c'est ça. Et donc, comment faire sa place dans une famille? Maintenant, aujourd'hui, moi, j'assume complètement mon identité, mon métissage. Mais en grandissant, ce sont des vraies questions. Des vraies questions parce qu'on a le sentiment d'être nulle part à sa place. Et j'ai d'ailleurs un podcast qui s'appelle Yovovi, où je parle de ça. Je parle de l'évolution de la perception que j'ai de mon identité. Et c'est une évolution, c'est une perception, qui évolue au fil du temps. Ça évolue en fonction de votre environnement. Quand vous êtes dans une famille et qui est par exemple blanche, il ne faut pas mettre en question votre africanité. Je me sens aussi bien européenne que ouest-africaine. Et je n'ai pas besoin de le revendiquer auprès d'eux. Et juste, je vais finir sur ça, ma grand-mère blanche, qui avait que des copines racistes, elle ne connaissait rien de l'Afrique. Ma mère lui a dit, viens au Togo,
Comme ça, tu te fais ta propre idée. Ils devaient y aller 3 semaines. Ils sont restés 3 mois quand j'avais remis. Et quand elle est revenue, elle a dit là-bas, ils ont les chaussures. Là-bas, ils ont l'électricité. Vous, là, vous êtes des connaisseurs de rien du tout. Restez dans votre village. Moi, je ne suis pas raciste. Mais vraiment, c'est un message très, très important parce que finalement, souvent, c'est la peur, c'est la non-connaissance qui fait que... Alors, voilà, on a tous des faiblesses, donc... Et puis s'assumer, être soi. Après, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Moi, le message que je voudrais te dire à Fatim, c'est d'abord, aime-toi, sois contente de ce que tu vois dans le miroir et choisis. Que tu choisis ton côté noir, blanc, et finalement, pourquoi choisir? L'essentiel, c'est d'être toi. Je veux que tu sois bien là où est-ce que tu es, et après, le reste, qui t'aime te suivra. Exactement. Baba? Oui, généralement, c'est souvent leur dire de ne pas avoir de complexe, en fait. Après, tout dépend de l'éducation qu'elle a eue. Si la maman a renié, la maman ou le papa a renié une éducation pour regarder une autre, c'est vrai que là, elle aura beaucoup plus de mal à avoir sa place. Par contre, si elle assume, au lieu de se dire je suis moitié ça, moitié ça, moitié ça, mais qu'elle s'assume, je suis 100% ça, 100% ça, 100% ça, je pense qu'elle se ferait sa place partout où elle irait, quoi. Bien sûr, c'est une force, bien sûr. Mireille, pour conclure. Moi, je dirais la différence, c'est une richesse. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident au quotidien, mais comme tu le disais, Baba, je pense qu'il faut déjà accepter qu'on a cette différence. Et finalement, tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, tu as quelque chose et il faut s'en approprier, il faut en être fier. Exactement. Le message, en tout cas, est passé. J'espère que Fatim, on t'a donné des clés de solutions. Il faut s'accepter soi-même, tout simplement, et vivre pleinement sa vie, entre guillemets. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup à nos invités qu'on applaudit encore une fois. Merci beaucoup à Bara ainsi que Mawena. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez chaque semaine sur nos différents canaux de diffusion. Et merci bien sûr aux équipes techniques. Rendez-vous dès la semaine prochaine aux mêmes endroits, donc les meilleurs endroits, les meilleures chaînes de télé, pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.